Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru que j'étais la responsable, la fille qui maintenait la famille unie tandis que ma sœur cadette, Megan, passait d'un emploi impulsif à un autre. Moi, je suis restée les pieds sur terre. J'ai travaillé dur, j'ai gravi les échelons, quand maman et papa ont eu besoin d'aide avec la maison, c'est moi qui suis discrètement intervenue. L'hypothèque ? Je l'ai couverte quand les choses sont devenues difficiles. Les courses ? Je leur envoyais une allocation mensuelle sans qu'ils me le demandent. Les réparations, les factures en retard, les urgences ? J'étais leur filet de sécurité silencieux. Je n'ai jamais attendu de parade ni d'applaudissements. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas ? Mais tout a changé le jour où je suis tombée sur le testament. Je n'étais pas censée le voir. J'étais chez eux, aidant papa à trier de vieux papiers. Il avait finalement admis qu'ils avaient du mal à garder les choses organisées et m'avait demandé si je pouvais scanner et numériser une pile de documents. Je me suis donc assise à la table de la salle à manger, feuilletant des enveloppes et des dossiers, buvant un café tiède pendant que papa regardait les informations en fond sonore. C'est alors que je l'ai vu, un dossier intitulé « Planification successorale et dernière volonté ». J'ai hésité. Je ne fouine pas, ce n'est pas mon genre. Mais une partie de moi, un petit instinct agité, m'a dit de regarder. Peut-être était-ce de la curiosité, peut-être de la peur. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert le dossier. J'ai lu chaque ligne, chaque clause, et c'est là que mon estomac s'est noué. Tout allait à Megan. La maison, les économies, la voiture, l'assurance, chaque actif que mes parents possédaient, chaque parcelle de la vie que je les avais aidés à maintenir, ils le laissaient à la seule personne qui n'avait jamais levé le petit doigt pour eux. Mon nom apparaissait une seule fois, dans une unique phrase creuse, « Nous laissons notre amour et notre gratitude à nos 2 filles. » C'était tout. Ils ne m'avaient rien laissé. Pas une explication, pas un remerciement, pas une reconnaissance des milliers de dollars que j'avais dépensés, des week-ends auxquels j'avais renoncé, des sacrifices que j'avais faits. Juste, amour et gratitude. Et Megan, cette même femme qui avait un jour utilisé leur voiture pour traverser les frontières des États à la poursuite d'un type rencontré dans un bar, celle-là même qui avait emprunté ma carte de crédit et disparu pendant 2 mois, elle obtenait tout. Je suis restée assise là, à regarder le papier. Mes mains tremblaient, ma gorge se serrait. Ils savaient. Ils devaient savoir ce que j'avais fait pour eux. Ils devaient se souvenir de la nuit où j'étais restée 2 heures au téléphone avec la banque pour éviter la saisie de leur maison, ou comment j'avais payé l'opération dentaire de maman quand son assurance ne couvrait pas, comment pouvaient-ils oublier ? Mon père est entré dans la cuisine quelques minutes plus tard, complètement inconscient. « Tu scannais toujours ces papiers, M ?» a-t-il demandé nonchalamment. J'ai levé les yeux, tenant le testament. « Tu voulais que je voie ça ?» ai-je demandé. Il a marqué une pause, son expression a changé, juste une seconde. Puis est venu le soupir, le même soupir que j'entendais depuis que j'étais enfant chaque fois que je posais une question à laquelle il ne voulait pas répondre. Même pas une vraie explication, juste 2 mots qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis levée en silence, j'ai remis le testament dans le dossier et j'ai quitté la cuisine. Je n'ai pas claqué de porte, je n'ai pas crié, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Parce que maintenant je savais, je n'étais pas la fille qui comptait pour eux, j'étais celle qu'ils utilisaient. Et c'est là que j'ai réalisé, si je ne comptais pas pour eux dans la mort, peut-être n'avais-je jamais vraiment compté pour eux dans la vie non plus. Pendant 2 semaines, je n'ai pas appelé, pas envoyé de SMS, je ne me suis pas présentée chez eux comme je le faisais chaque samedi matin pour les aider à trier leurs factures, vérifier le thermostat ou renouveler leurs ordonnances en ligne. J'ai disparu. Et aucun d'eux, ni maman, ni papa, ni Megan, n'a pris la peine de me contacter. Je pensais qu'ils attendaient peut-être que je me calme, ou peut-être qu'ils supposaient que je mettrais ça sous le tapis comme toujours, comme une fille obéissante qui connaissait sa place. Mais au fond, je commençais à réaliser quelque chose de plus laid, ils n'avaient pas remarqué mon absence. L'aide ne leur manquait pas parce qu'ils ne l'avaient jamais vraiment vue comme de l'aide. Ils traitaient mon soutien comme un bruit de fond, toujours là, toujours fiable, jamais reconnu. Puis le silence a été rompu. Il est arrivé sous la forme d'un SMS désinvolte et passif-agressif de ma mère. « Salut ma chérie, le chauffage est encore en panne. »
Pourrais-tu y jeter un œil avant le week-end prochain? Merci. Pas d'excuses, pas de mention du testament. Juste la supposition que j'allais débarquer et arranger les choses comme si de rien n'était. J'ai fixé le message pendant un long moment. Il pensait vraiment que j'allais faire semblant que ça n'existait pas. Que j'allais me pointer avec une clé à molette et un sourire et continuer à faire comme si je ne savais pas qu'il m'avait exclu de tout. Que je ne savais pas que j'étais seulement la bonne à tout faire de la famille à leurs yeux, utile, fiable, jetable. J'ai tapé une réponse courte, désolé, vous devrez appeler quelqu'un d'autre. Une minute plus tard, un autre SMS est arrivé, cette fois de mon père, ne sois pas dramatique. Nous ne pensions tout simplement pas que tu avais besoin de quoi que ce soit du testament. Tu as ta vie en main. Ça m'a fait rire. Comme si être responsable, être celle qui, a tout en main, signifiait que tu ne méritais pas d'être reconnue. Comme si la compétence te disqualifiait de l'amour. Je n'ai pas répondu. Mais alors Megan a envoyé un SMS. Bien sûr qu'elle l'a fait. Et, petite sœur, maman dit que tu agis bizarrement. Tu peux te calmer? Ce n'est pas grave. J'ai cligné des yeux en lisant le message, la mâchoire serrée. Ce n'était pas grave? Elle était sur le point d'hériter de la maison dont j'avais payé la moitié de l'hypothèque pendant 5 ans, et ce n'était pas grave? Alors paie l'hypothèque, lui ai-je répondu. Elle a répondu avec un emoji qui rit, larmes de joie ma belle, je ne peux pas payer ça. C'est ton truc. C'est à ce moment-là que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Ils ne s'attendaient jamais à ce que j'hérite de quoi que ce soit parce que, à leurs yeux, j'avais déjà ce que j'étais censé avoir, la responsabilité. Pas la gratitude, pas le respect. Juste l'obligation de porter leur fardeau en silence, en permanence. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, plus de paiement, plus de faveurs, plus de réparation des choses cassées dans leur maison ou dans leur vie. Ils pouvaient appeler un entrepreneur, appeler un voisin, appeler Megan. Voyons jusqu'où cet héritage les mènerait quand je ne serais plus celle qui soutiendrait le toit. 3 jours après avoir cessé de répondre, la campagne de culpabilisation a commencé. Elle a commencé petit, subtilement même. Un message vocal de maman, je n'ai pas répondu, salut ma chérie, nous sommes un peu en retard sur la facture d'électricité. Je ne te demande rien, je pensais juste que tu devrais savoir. Je t'aime. Bien sûr. Ne demandant rien, juste m'informant. De la même manière qu'un caissier pourrait vous informer que votre carte n'est pas passée, s'attendant à ce que vous en sortiez une autre. Je l'ai effacé. Puis papa a appelé. Je l'ai ignoré aussi. Cette fois, il n'a pas laissé de message, juste un appel manqué, comme une menace silencieuse flottant dans mon journal d'appel. Et puis Megan, comme on pouvait s'y attendre, Megan a tout déballé, ils sont morts d'inquiétude, Emily. Tu sais que la tension de maman monte quand elle est stressée. Peux-tu, s'il te plaît, leur parler et arrêter d'être égoïste? Égoïste. Voilà le mot. Le mot qu'ils utilisaient toujours, comme un poignard, aiguisé et familier. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant d'écrire, étais-je égoïste quand j'ai utilisé mes économies pour couvrir les factures d'hôpital de papa? Ou quand j'ai annulé mon voyage à New York pour que Megan puisse avoir son week-end d'enterrement de vie de jeune fille? Ou peut-être quand j'ai manqué le travail 3 jours d'affilée pour aider maman après son opération pendant que tu étais à Coachella? Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que j'avais enfin compris, ça n'aurait pas d'importance. Megan ne le verrait pas. Mes parents ne l'entendraient pas. Ils n'étaient pas intéressés par ce que j'avais fait, seulement par ce que je n'avais pas fait récemment. Et récemment, je n'avais pas été utile. Je n'avais pas réparé le chauffage. Je n'avais pas envoyé le Venmo habituel pour les courses. Je ne leur avais pas rappelé quand l'échéance de l'impôt foncier arrivait. Donc, pour eux, j'échouais. Et quand la mule de la famille cesse d'avancer, ceux qui la montent se fâchent. Mais ce qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est que je n'étais plus en colère. J'en avais marre. Ils avaient pris leur décision en m'excluant du testament, la dernière chance qu'ils avaient de dire « on te voit. Tu comptes ». Au lieu de cela,
ils ont tout donné à Meghan, celle qui ne restait jamais plus d'un week-end, celle qui postait des photos de latte et des selfies à la salle de sport pendant que je transportais des meubles, organisait leurs factures, négociait leur assurance et recevait quand même un « nous vous aimons toutes les deux également », en petit caractère de leur plan successoral. Non, je n'étais pas égoïste. J'étais fatiguée. Et enfin, j'étais éveillée. Cette nuit-là, maman a envoyé un dernier message, « Si nous perdons la maison, j'espère que tu pourras vivre avec toi-même. » Et vous savez quoi, pour la première fois de ma vie, je le pouvais. J'aurais dû savoir que le silence ne durerait pas. Une semaine après avoir complètement cessé de répondre, pas d'appel, pas de SMS, pas de demande Venmo chargée de culpabilité, je commençais à croire que peut-être, juste peut-être, ils avaient compris le message. Ils ne l'avaient pas fait. C'était samedi matin et j'étais encore en pyjama, à mi-chemin d'une tasse de café réchauffé, quand la réception de mon immeuble a appelé. « Bonjour, mademoiselle Whittaker, il y a 2 personnes en bas qui disent être vos parents. Ils demandent à monter. » J'ai failli laisser tomber mon téléphone. « Quoi ?» ai-je demandé, le cœur battant. Non, je n'attendais aucune visite. Oui, ils ont dit que c'est urgent. Ils ont l'air déterminés. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré si profondément que j'ai eu l'impression d'avaler le sol. « S'il vous plaît, ne les laissez pas monter », ai-je dit catégoriquement. « Dites-leur que je ne suis pas disponible. »« Je le ferai », dit le jeune homme avec hésitation, mais ils sont assez insistants. Bien sûr qu'ils l'étaient. 10 minutes plus tard, j'ai reçu le premier SMS, « Maman, nous sommes en bas. Ouvre la porte. » 5 minutes plus tard, « Papa, nous voulons juste parler. Sois raisonnable. » Et puis, comme sur des roulettes, « Meghan, sérieusement, Emily, tu fais attendre maman dans le froid comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Rien. » Ce qui n'allait pas, c'est qu'il croyait encore que se pointer à ma porte sans y être invité réparerait d'une manière ou d'une autre le fait qu'il m'avait effacé de l'héritage que j'avais aidé à construire. Ce qui n'allait pas, c'est qu'il ne comprenait pas que ce n'était pas un caprice, c'était une clôture. Mais apparemment, ils avaient besoin de l'entendre en personne. J'ai attrapé mes clés, enfilé un sweatshirt et suis descendu. Ils étaient là. Maman avec ses boucles d'oreilles en perles, l'air fragile mais calculatrice, comme si elle avait répété ses larmes en chemin, papa, raide et illisible, les bras croisés. Et Meghan, debout à côté d'eux comme une petite procureure suffisante prête à jouer les médiatrices. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ouvert la porte du hall juste assez pour me tenir dans l'embrasure. Maman s'est avancée la première, la voix déjà tremblante. « Ma chérie, nous avons juste besoin de 5 minutes, c'est tout. »« Non, » ai-je dit, calme et posé. « Vous avez besoin d'argent. C'est tout. » Son visage s'est décomposé comme si je l'avais giflé. « Ce n'est pas juste, » a-t-elle murmuré. « Laisser ta fille hors de ton testament ne l'est pas non plus, ai-je répondu sèchement. Disons que nous sommes quittes. La mâchoire de papa s'est crispée. Nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer. Non, ai-je dit. Vous êtes venu ici pour me faire sentir assez coupable pour que je recommence à payer vos factures. Mais je ne vais plus faire ça. Demandez à Meghan. Meghan a ricané. Ne me mêle pas à ça. Oh, tu y es déjà mêlé, ai-je craché. C'est toi qui as eu la maison, toi qui as eu les économies, toi qui as eu la promesse de tout. Alors, pourquoi suis-je toujours celle que vous attendez tous pour nettoyer le gâchis? Personne n'a répondu. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Juste 3 personnes finalement forcées de faire face aux conséquences de leur choix, et n'aimant pas la vue. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés. Vous m'avez élevée en me faisant croire que la famille, c'était l'amour, mais il s'avère que c'était le levier. Et maintenant que vous n'avez plus rien pour faire pression sur moi, vous paniquez. La lèvre de maman a tremblé. Papa a détourné le regard. Meghan a finalement marmonné, « Tu es dramatique. » J'ai souri. Non. Je mets un terme à tout ça. Et sur ce, j'ai fermé la porte. Plus de scènes, plus de négociations, plus de faux-semblants. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisie. J'aurais dû savoir que ça ne se terminerait pas à ma porte. Dès le lundi matin,
la campagne de dénigrement avait commencé. Pas en privé, pas par SMS, mais sur le seul endroit que ma mère croyait encore être un terrain sacré, Facebook. Cela a commencé par un statut vague sur son mur. Parfois, l'enfant que vous élevez avec le plus d'amour est celui qui l'oublie le premier. Cœur brisé dans cette famille. Prières appréciées, personne avec les mains jointes pleurant, avec un emoji en pleurs et une photo d'il y a 10 ans de nous 4 mamans, papa, Mégane et moi souriant lors d'une sortie en famille que j'avais planifiée et payée. Je l'ai lu en silence, clignant à peine des yeux. Puis sont venus les commentaires, vous avez été de si bons parents. Je suis tellement désolée. Certains enfants oublient simplement d'où ils viennent. Nous avons bien élevé les nôtres, Dieu merci. À l'heure du déjeuner, mon père était intervenu avec sa propre version des faits, nous avons élevé une fille avec tout ce dont elle avait besoin. Nous pensions qu'elle prendrait soin de nous dans nos dernières années. Au lieu de cela, elle nous a tourné le dos quand nous avions le plus besoin d'elle. Et juste pour couronner le tout, il m'a identifié. Il disait au monde que je les avais abandonnés, que j'étais froide, égoïste et ingrate. Que j'étais la méchante dans une histoire qu'ils avaient tordue pour l'adapter à leur récit de victime. Et puis, bien sûr, est venue Mégane. Elle a posté une photo filtrée d'elle assise à côté de maman sur la balançoire du Porsche, le visage de maman légèrement tourné, les yeux brillants, avec la légende, elle ne mérite pas ça. Aucun d'eux ne le mérite. Mais je continuerai à être présente, même quand d'autres ne le font pas. Parce que c'est ça, la famille. Pas de nom, pas d'accusation directe. Juste assez d'insinuations pour s'assurer que tout le monde sache qui était là, mauvaise fille. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. J'avais gardé le silence. Je n'avais pas partagé le testament. Je n'avais pas posté de capture d'écran ni ne les avais traînés publiquement dans la boue. Mais je n'avais aucune retenue de ce genre. Ils voulaient de la sympathie, ils voulaient des alliés, et surtout, ils voulaient le contrôle du récit. Eh bien, plus maintenant. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai écrit ma propre publication. Pas dramatique, pas émotionnelle. Juste la vérité, j'ai gardé le silence pendant que ma famille transformait cela en spectacle public. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais voici ce que je dirai. Pendant 5 ans, j'ai soutenu financièrement mes parents alors que ma sœur ne contribuait en rien. J'ai payé leur hypothèque, leurs courses, leurs réparations. Je l'ai fait par amour et n'ai jamais demandé de reconnaissance. Puis j'ai découvert, accidentellement, qu'ils m'avaient exclu de leur testament. Tout allait à ma sœur. Pas de conversation, pas d'explication. Ils ont fait leur choix, et maintenant j'ai fait le mien, cesser d'être utilisé, cesser de payer pour un amour que je n'ai jamais vraiment reçu. Si cela fait de moi une égoïste à leurs yeux, qu'il en soit ainsi. Mais je ne m'excuserai pas de protéger ma paix, et je ne serai pas réduite au silence par la culpabilité. J'ai cliqué sur « Publier ». Et pour la première fois dans tout ce gâchis, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Non pas parce que la guerre était finie, mais parce que j'avais enfin cessé de me cacher. Je ne m'attendais pas au déluge de messages qui sont arrivés après que j'ai publié ma vérité. Certains étaient gentils, un soutien silencieux de vieux amis, de collègues, même de 2 cousins qui ont admis qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas dans la façon dont on me traitait. D'autres n'étaient pas si gentils. Une des amies de l'église de ma mère m'a envoyé un message directement, « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et ta famille, mais déballer son linge sale en public comme ça, ce n'est pas comme ça que se comportent les bonnes filles. » Et Mégane, elle n'avait pas fini. Elle est allée sur Instagram avec une série de stories, ne mentionnant jamais mon nom, mais indiquant parfaitement clairement de qui elle parlait. Des captures d'écran de ma publication, recadrées juste assez pour la protéger de toute responsabilité. Des photos d'elle étreignant nos parents avec des légendes comme « La vraie famille se montre sans qu'on le lui demande ». Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs, moi je pense juste que ça les rend plus froides. Puis, le coup de grâce, elle a posté une capture d'écran de Venmo, un virement de 1 000 $ libellé, pour maman et papa, parce que l'amour ne saute pas les paiements. Les commentaires étaient tous des éloges, « Tu es incroyable, Meg. Tes parents ont de la chance d'avoir au moins une fille qui se soucie d'eux. J'aimerais que mes enfants soient plus comme toi. » Je ne pouvais même plus respirer en lisant ça. Ces 1 000 $,
c'était un unique paiement symbolique après 5 ans où j'avais payé leurs factures et avais été effacé sans hésitation. Mais l'apparence importait plus que la vérité. J'ai réalisé alors, il ne s'agissait pas de savoir qui avait fait le plus, il s'agissait de savoir qui paraissait le mieux en faisant le moins. Et dans ce jeu tordu, Meghan gagnait toujours. Malgré tout, j'ai gardé le silence. Jusqu'à ce que la lettre arrive. Une vraie lettre, par la poste, manuscrite, comme si nous étions dans un feuilleton du XIXe siècle. Elle venait de ma mère, chère Émilie, nous sommes dévastés que tu aies choisi de tourner le dos à cette famille pour quelque chose d'aussi insignifiant. Le testament peut être changé, tu le sais. Mais ton comportement, cela laissera une marque. Ta sœur essaie de nous aider à surmonter cela, elle a aussi le cœur brisé, même si elle le cache bien. Nous voulons aller de l'avant en tant que famille, mais tu dois t'excuser publiquement. D'ici là, nous couperons le contact pour notre propre bien-être émotionnel. Il voulait des excuses. Après tout. Il voulait que je demande pardon pour avoir exposé la vérité, pour ne pas m'être laissé manipuler à nouveau pour me soumettre. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement, tenant la lettre dans une main et une allumette dans l'autre. Je ne l'ai pas brûlée. Mais je n'ai pas répondu non plus. Parce que, voilà ce que personne ne vous dit, parfois, la vérité ne suffit pas à changer les gens. Ils ne veulent pas de faits, ils veulent du réconfort. Ils veulent l'illusion d'avoir raison, même si cela signifie vivre dans un mensonge. Mais j'avais fini d'offrir du réconfort aux dépens de ma santé mentale. Je n'ai pas perdu ma famille. Je me suis retiré d'un système qui n'a jamais été construit pour me soutenir. Et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux, la clarté. Maintenant, je le sais enfin, le sang n'est pas synonyme de loyauté, l'amour n'est pas conditionnel, et la paix coûte cher, mais elle vaut chaque pas nécessaire pour la gagner. Toutes les histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Parfois, elles se terminent en se choisissant soi-même, enfin et sans excuse. Si cette histoire a résonné en vous ou vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu, ne faites pas défiler. Laissez un commentaire, partagez vos pensées. Et si vous pensez que les vraies histoires méritent d'être racontées, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous disons les vérités silencieuses à voix haute, et vous êtes toujours les bienvenus.